La métaphysique d'Aristote, livre 3e, chapitre 2, suite. Il est assez peu probable que ce soit une seule et unique science qui s'occupe des axiomes. Et pourquoi la géométrie, par exemple, aurait-elle plus de droit que toute autre science de traiter exclusivement des vérités de cet ordre? Si ces principes appartiennent également à chaque science, et si toutes les sciences cependant ne peuvent s'en occuper, ce n'est pas davantage un privilège que la science de l'être puisse revendiquer, à plus juste titre que toutes les autres sciences. Mais en même temps, de quelle façon la science des principes qui servent à démontrer pourrait-elle se constituer? Dans l'état actuel des choses, nous connaissons avec certitude la portée de chacun des axiomes, et toutes les sciences pratiques les emploient, aussi bien que la philosophie, comme des vérités universellement acceptées. Mais s'il y a une science démonstrative de ces principes, alors il faudra encore un genre qui sera le sujet de cette connaissance, avec ses attributs et ses modes, et avec les axiomes de ces attributs, attendu qu'il n'est pas possible que la démonstration s'étende à tout sans exception. En effet, toute démonstration part nécessairement de certaines données. Elle s'applique à un certain objet, et elle-même démontre certaines choses. Par conséquent, on peut dire que tout ce qui est démontré appartient à un seul et même genre, en ce sens que toutes les sciences démonstratives se servent également d'axiomes. Que si la science de l'être est différente de la science des axiomes démonstratifs, laquelle des deux est par sa nature la science souveraine? Laquelle est antérieure à l'autre? Les axiomes sont certainement ce qu'il y a de plus général, et ce sont les principes de tout. Mais, si ce n'était pas aux philosophes qu'il appartint de les étudier, qui donc s'occuperait de l'étude qui doit, entre les axiomes, découvrir ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux? N'y a-t-il absolument qu'une science unique pour l'étude de toutes les substances? Ou bien y en a-t-il plusieurs? Et s'il y en a plus d'une, quelles sont les substances dont s'occupera particulièrement la science que nous cherchons? Il n'est pas rationnel de supposer qu'une seule science puisse s'occuper de toutes les substances sans exception, car dans cette hypothèse, il n'y aurait non plus qu'une seule science pour démontrer toutes les qualités essentielles des êtres, puisque toute science démonstrative étudie dans son sujet spécial toutes les qualités et les attributs essentiels qu'il peut avoir en s'appuyant sur les principes communément reçus. C'est donc à une seule et même science d'étudier, à l'aide des mêmes axiomes, tous les attributs essentiels d'un seul et même genre de choses. Car si c'est à une seule science de connaître l'existence du sujet qui l'occupe, c'est à une seule science aussi, soit la même, soit une autre, de connaître les principes qui servent à démontrer ces attributs. Par conséquent, ou ce seront ces sciences qui étudieront directement les attributs essentiels du sujet, ou du moins ce sera l'une des deux. Mais encore une fois, l'étude doit-elle porter exclusivement sur les substances seules, ou doit-elle s'étendre jusqu'à leurs attributs? Je m'explique. Le solide étant une substance d'une certaine espèce, il a ses lignes et ses surfaces. Et c'est la même science de connaître toutes ces entités et les attributs qui sont dans chaque genre, les objets des démonstrations mathématiques? Ou bien est-ce une autre science? Et si c'est à une seule et même science, il en résulte que la connaissance même de la substance serait une sorte de démonstration. Évidemment, il n'y a pas de démonstration pour la simple définition de la chose. Et si c'est là une autre science, et si c'est à une autre science qu'appartient l'étude des attributs, quelle sera donc cette science qui devra étudier les attributs essentiels de la substance? C'est là ce qu'il est excessivement difficile de décider. D'autre part, doit-on affirmer qu'il n'existe au monde que des substances sensibles? Ou à côté de celles que nous révèlent nos sens, n'y en a-t-il pas d'autres? Toutes les substances sont-elles d'un seul genre? Ou bien sont-elles de plusieurs genres, ainsi que le croient les partisans des idées,
et de ces entités intermédiaires qui, selon eux, forment l'objet des sciences mathématiques? Déjà, nous avons exposé dans nos premières discussions sur les idées en quel sens nous entendons qu'elles sont des causes et des substances en soi. Mais au milieu de tant de difficultés insoutenables que présente ce système, celle qui n'est pas moins grave qu'aucune autre, c'est d'avancer qu'il y a des êtres en dehors de ceux que nous voyons dans le monde et que ces êtres sont identiques à ceux que nos sens nous attestent, avec cette seule différence que les uns sont éternels et que les autres sont périssables. Au fond, les partisans des idées disent simplement qu'il existe un homme en soi, un cheval en soi, une santé en soi. Ils ne vont pas au-delà de ces 20 mots. C'est à peu près comme être la faute de ceux qui, tout en croyant à l'existence des dieux, leur donnent une figure humaine, et de même que ces dieux prétendus ne sont absolument que des hommes à qui l'on accorde l'éternité, de même les idées qu'imaginent les platoniciens ne sont que des objets sensibles qu'ils font également éternels. Puis, on se crée encore de nouveaux embarras en supposant des entités intermédiaires entre les idées et les objets sensibles. Alors, évidemment, il devra y avoir aussi des lignes intermédiaires entre les lignes en soi et les lignes réelles, et de même pour tout le reste des genres. Comme d'ailleurs, l'astronomie fait aussi partie des mathématiques, nous aurons un ciel en dehors du ciel que nos sens observent. Il y aura un autre soleil, une autre lune, et des doublures pareilles pour tous les corps que l'univers renferme. Comment croire à tout cela? La raison ne peut pas supposer que ce ciel nouveau soit immobile, et il n'est pas moins absolument impossible qu'il se meuve. Même difficulté pour les objets dont s'occupe l'optique et pour ceux de l'harmonie musicale, tels que les mathématiques l'étudient. Il est également impossible, et par les mêmes motifs, que les objets de l'une et l'autre existent indépendamment des objets sensibles. S'il existe en effet des êtres intermédiaires entre les choses sensibles et les sensations qu'ils nous donnent, il est clair qu'il y aurait aussi des animaux intermédiaires entre les animaux en soi et les animaux que nous voyons et qui sont destinés à périr. Dès lors, on sera fort embarrassé de dire à quels êtres précisément ces sciences devront appliquer leurs études. Si en effet la géodésie ne diffère de la géométrie qu'en ce seul point, que l'une étudie des choses que perçoivent nos sens et que l'autre étudie des choses que nos sens ne perçoivent pas, la conséquence serait que, pour la médecine par exemple, il y aurait aussi une science idéale et que, pour elle comme pour toutes les autres sciences, il faudrait distinguer la médecine en soi et la médecine telle que nous la pratiquons. Et cette distinction est-elle sérieusement possible? Ainsi, il y aurait réellement des choses saines, outre celles que nos sens nous font voir, et une santé en dehors de celles que nous connaissons. Mais il n'est pas même exact de dire que la géodésie n'est que la science des grandeurs sensibles, car alors la géodésie périrait avec ses grandeurs quand elle périrait. L'astronomie même qui observe le ciel que nous voyons ne s'applique pas plus à des grandeurs sensibles que la géodésie. Les lignes telles que nos sens les perçoivent ne sont pas telles que le géomètre les considère. Dans la réalité sensible, il n'y a pas une seule ligne absolument droite, pas une courbe absolument courbe. Le cercle ne touche pas la tangente en un seul point. C'est ce que faisait remarquer Protagoras dans ses critiques contre les géomètres. Les mouvements et les révolutions des cieux, disait-il, ne sont pas du tout les mêmes que les révolutions dont l'astronomie fait son étude, pas plus que les dessins qu'ont fait les astres ne sont les astres mêmes. Il y a quelques défenseurs des êtres intermédiaires qui, tout en maintenant que ces êtres occupent le milieu entre les idées et les êtres sensibles, les placent néanmoins dans ces derniers. Il serait trop long de parcourir toutes les impossibilités de cette doctrine, et il nous suffira d'indiquer les objections suivantes. La raison ne peut pas admettre que cette théorie ne s'applique qu'aux êtres intermédiaires exclusivement,
Et il est clair que les idées devraient résider tout aussi bien qu'eux dans les objets sensibles, car de part et d'autre, le raisonnement serait absolument le même. Une autre conséquence non moins nécessaire, c'est qu'alors deux corps pourraient être à la fois dans un seul et même lieu, et qu'ils n'y seraient pas immobiles, puisque les intermédiaires sont, à ce qu'on prétend, dans les objets sensibles, lesquels sont eux-mêmes en mouvement. En un mot, à quoi bon admettre l'existence des êtres intermédiaires et les placer dans les objets sensibles? Cette théorie prête à toutes les objections que nous venons d'exposer contre les idées. Ainsi, il y aura de même un ciel indépendamment du ciel que voient nos yeux, et si ce second ciel n'est pas séparé de l'autre, il sera tout au moins dans le même lieu, ce qui est une impossibilité encore bien plus forte.